Bastia, ville de soleil, de mer, de vendetta et de sang. Ici, un simple café du Vieux-Port cache l'un des gangs les plus terrifiants d'Europe. Ici, des hommes en postiche braquent des banques en plein jour. Ici, un bazooka arrête un fourgon blindé comme dans un film d'action. Ici, un coup rapporte 125 millions de francs sans qu'aucun coupable ne soit jamais condamné. Leur nom, la Brise de Mer. Un gang qui a terrorisé la Corse, la France, la Suisse, la Russie. Une organisation qui a infiltré la politique, le football, les casinos, la nuit et la République elle-même. Mais cette fois, ce n'est pas une guerre de cité, c'est une vendetta entre frères, une trahison qui commence autour d'un verre de pastis et se termine dans une mare de sang. Avant de plonger dans ce récit, abonne-toi et like maintenant. Parce que ce que tu vas découvrir, personne ne te l'a jamais raconté comme ça. Tout commence dans un bar, un petit troquet du vieux port de Bastia, en Haute-Corse, à la fin des années 1970, un endroit ordinaire, pas de strass, pas de luxe, juste des tables en bois usées, des verres de pastis qui se vident lentement, et des hommes qui parlent à voix basse, toujours à voix basse. Ce bar s'appelle La Brise de Mer. Il est géré par un certain Antoine Castelli, un homme discret qui ne pose jamais de questions. Et chaque soir, toujours les mêmes têtes s'y retrouvent. Ce sont des petits délinquants, 20 ans, 30 ans, 40 ans tout au plus. Ils volent des voitures, ils cambriolent des boutiques, ils rêvent de coups plus gros, de billets qui sortent des coffres, de vies qui basculent du jour au lendemain. Personne ne les prend au sérieux. La police les surveille mollement. Les anciens du milieu les regardent avec condescendance. Les notables corses les ignorent. Un jour, ils planifient un braquage. Ils arrivent sur place, masqués, déterminés, et réalisent qu'ils ont oublié leurs armes. La scène aurait pu être drôle. Elle aurait pu finir dans les anecdotes de bar, entre deux rires gras. Mais ces hommes ne rient pas longtemps, car parmi eux, il y a un visage qui va marquer toute la Corse pour les 40 prochaines années. Francis Mariani. Francis Mariani n'est pas un homme comme les autres. Il est charismatique, brutal, intrépide, un regard qui glace, une voix qui impose, une présence qui écrase tout sur son passage. C'est un homme capable de tout. Un homme qui n'a peur de rien, un homme qui va transformer une bande de bras cassés en l'un des gangs les plus violents et les plus structurés d'Europe. À ses côtés, un autre homme, Richard Casanova. Lui, c'est l'ombre, le stratège, le mystérieux. Là où Mariani frappe, Casanova pense. Là où Mariani terrorise, Casanova négocie. Là où Mariani brise les portes, Casanova ouvre les coffres. Ensemble, ils forment un duo imparable. Pendant 20 ans, ils seront les meilleurs amis du monde. Frères d'armes, complices absolus, inséparables. Mais un jour, cette amitié explosera. Et avec elle, toute la Corse s'embrasera dans une guerre fratricide sans précédent. Mais en 1981, tout cela, c'est encore loin. Pour l'instant, la Brise de Mer veut juste exister. Être reconnue, être crainte, prendre sa place dans le milieu corse. Et pour cela, il faut frapper un grand coup. Un coup qui marque les esprits. Un coup qui fait trembler. Un coup qui dit « Nous sommes là ». Le 10 septembre 1981, un homme tombe sous les balles à Corte, en Haute-Corse. Son nom, Louis Mémy. Officiellement, c'est un restaurateur respectable. Officieusement, c'est le parrain du milieu local. Il contrôle tout, les trafics, les établissements de nuit, les élections, les appuis politiques. Il impose sa loi depuis des années. Il est intouchable. Du moins, c'est ce qu'il croit. Ce jour-là, devant son restaurant, il discute avec des habitués. La journée est belle. Le soleil corse brille. Soudain, une voiture s'arrête. 2 hommes en descendent, cagoulés, armés.
Ils tirent. Mémie s'écroule. Le sang coule sur les pavés chauds de Corte. Les tueurs remontent dans la voiture, disparaissent. Aucune trace. Aucun témoin ne parlera. Aucune arrestation. À Bastia, au bar de la Brise de Mer, on lève les verres. Ce n'est pas un meurtre, c'est un sacre. Le gang de la Brise de Mer vient de naître, et toute la Corse va trembler pendant 40 ans. Mais qui sont vraiment ces hommes? Ils ne forment pas un clan traditionnel, pas une famille mafieuse à l'italienne, pas une organisation pyramidale. C'est une bande, une association de malfaiteurs basée sur des rapports de force, des amitiés, des trahisons, des vendettas personnels. Les piliers de la Brise de Mer sont Francis Mariani, le chef charismatique, brutal, celui qui impose le respect par la terreur. Richard Casanova, le cerveau, l'homme de l'ombre, celui qui cultive les appuis politiques, les connexions internationales, Afrique, Italie, Amérique latine. Pierre-Marie Santucci, fidèle lieutenant, homme de confiance de Mariani. Maurice Costa, pilier du gang, respecté et craint. Robert Moracchini, gérant de plusieurs établissements, visage public du gang. Francis Guazzelli, soldat loyal, père de futurs vengeurs. Les frères Benedetti, discrets mais essentiels dans la logistique. Les frères Patacchini, Joël et Jacques, acteurs des plus gros coups. Les frères Voyemier, Guy et Gilbert, impliqués dans plusieurs braquages et affaires. D'autres figures vont émerger au fil des années. Alexandre Chevrière, Jean-Luc Germani, Jean-Luc Codaccioni. Des hommes qui commencent en bas de l'échelle et qui un jour deviendront des traîtres, des tueurs, des vengeurs. Après l'assassinat de Mémie, la Brise de Mer n'est plus une rumeur, c'est une réalité. Ils ne sont plus des petits voyous qui oublient leurs armes. Ils sont des prédateurs organisés, méthodiques, impitoyables, et leur terrain de chasse, les banques. Ils développent une méthode imparable, presque scientifique. Étape 1. Le repérage. Ils attaquent une première fois, masqués, en plein jour. Ils entrent dans la banque comme des clients, puis sortent leurs armes, obligent les employés à se coucher, observent les lieux, caméras, coffres, issues de secours, horaires de fermeture. Ils ne volent presque rien, juste de quoi prouver qu'ils sont sérieux. Étape 2. Le retour. Un mois plus tard, jour pour jour, parfois au même créneau horaire. Cette fois, ils viennent pour tout prendre, avec des armes lourdes, des postiches parfaits, des cagoules, des gants. Ils forcent les employés à ouvrir les coffres. Ils raflent tout, billets, bijoux, titres, or. Étape 3. La disparition. Ils s'évaporent. Les voitures sont volées, brûlées après usage, les armes jetées, les témoins terrorisés, les médias les surnomment le gang des postiches. Ils frappent partout. Bastia, Toulouse, Nice, Neuilly-sur-Seine, Genève. Leur réputation devient nationale, puis européenne. Le 12 avril 1982, ils s'attaquent à une agence du Crédit Lyonnais, au 22 rue César Campanci, à Bastia. C'est le long week-end de Pâques. La banque est fermée, les rues sont désertes. Ils neutralisent le système d'alarme avec une expertise déconcertante. Puis commencent à forcer les coffres, un par un. 159 coffres forcés. Le butin s'accumule. Des liasses de billets, des bijoux, des titres de propriété. Mais soudain, la concierge de l'immeuble débarque. Elle crie « Panique !» Les braqueurs hésitent une seconde, puis décident de fuir. Mais ils ont déjà emporté 30 millions de francs. La police arrive trop tard. Aucun suspect identifié. Aucune arrestation. Le gang est invisible, et c'est ce qui terrifie le plus les autorités. Le 16 août 1983, sur la route impériale près de Bastia, un fourgon de la société de transport de fonds STF roule tranquillement. À bord, 3 convoyeurs armés, une somme de 170 000 francs. Soudain, une voiture surgit, bloque la route.
4 ou 5 hommes cagoulés sortent armés de fusils d'assaut. Les convoyeurs comprennent immédiatement. Ils ne résistent pas. Ils savent que ces hommes n'hésitent pas à tirer. En quelques secondes, les braqueurs désarment les convoyeurs, ouvrent le fourgon, prennent l'argent. Puis disparaissent. Les enquêteurs cherchent. Les témoins se taisent. En Corse, on ne parle pas. Jamais. En mai 1984, à Toulouse, une fusillade éclate en plein jour. La police affronte 7 individus qui viennent de fracturer 90 coffres dans une caisse d'épargne. Les coups de feu résonnent dans les rues. Les habitants fuient. Les policiers ripostent. Un des braqueurs, François G., est blessé et arrêté sur place. Sous interrogatoire, il craque. Il donne des noms. Il parle de la brise de mer. L'enquête s'élargit. Quelques mois plus tard, le 3 octobre 1984, à Neuilly-sur-Seine, 3 membres du gang sont arrêtés lors d'un braquage similaire. Puis, le 22 juin 1984, à Nice, un coup de filet majeur. Philippe Tortosa, considéré comme l'un des chefs du gang, est arrêté avec 5 complices. Il s'apprêtait à attaquer une agence de la Société Générale. Les policiers avaient compris leur technique. Un premier braquage pour repérer, un second pour rafler. Tortosa tombe, mais le gang continue, car dans la brise de mer, personne n'est irremplaçable. Quand un tombe, 2 autres prennent sa place. Le 4 novembre 1988, à Pietralba, Haute-Corse, un fourgon blindé de la société Sexo revient d'une collecte de fonds en Balagne. Soudain, 5 individus lourdement armés surgissent. Ils portent des lance-roquettes, des fusils mitrailleurs, des cagoules intégrales. Ils stoppent le fourgon, menacent les convoyeurs, ouvrent les portes, plus d'1 million de francs emportés. Mais cette fois, quelque chose cloche. Les convoyeurs ne semblent pas surpris, ils ne résistent pas du tout. L'enquête révèle rapidement la vérité. C'est un simulacre d'agression. Les convoyeurs étaient complices. Sous pression, ils parlent. Ils dénoncent les organisateurs. Guy et Gilberte Voyemier, François Santucci, Francis Guazelli, Christiane Léoni, Joël Patacchini, tous des piliers de la brise de mer. Les frères Voyemier et Guazelli sont arrêtés. Ils nient tout. Le 22 novembre 1988, le juge ordonne leur remise en liberté. Des témoignages prouvent qu'ils ne pouvaient pas être sur les lieux. Les convoyeurs se rétractent. Finalement, après des années de procédure, le 1er juillet 1997, le tribunal correctionnel de Bastia condamne Guy Voyemier et Pastini à 3 ans de prison. Les 3 convoyeurs à 2 ans ferme. Les médias corses n'en parlent même pas. L'affaire est enterrée. Le gang continue. Le 10 septembre 1992, près de Cardo, Haute-Corse, 2 hommes cagoulés interceptent le véhicule de M. Giordani, convoyeur de fonds pour la société Transbank. Il est accompagné de son épouse. Les malfaiteurs la prennent en otage. Ils ordonnent à Giordani de continuer sa tournée normalement, de collecter l'argent comme prévu, puis de leur livrer le fourgon à la fin de la journée. Giordani obéit. Il n'a pas le choix. À la fin de sa tournée, il éloigne ses collègues, livre le fourgon aux braqueurs. 3 millions de francs emportés. Un gendarme en permission, témoin de la scène, identifie formellement l'un des auteurs, Michel Chiapalone. Il est arrêté, mais dès le 1er décembre 1992, le juge ordonne sa mise en liberté. Le témoignage n'a pas montré toute la force probante souhaitée. Finalement, le 8 juillet 1997, Chiapalone est condamné à 5 ans de prison, mais le tribunal ne lance aucun mandat d'arrêt. Chiapalone, directeur salarié du café Palais des Glaces, à Bastia, prend la fuite. Il n'a jamais été retrouvé. À ce jour, puis arrive le 22 octobre 1992, à Bastia, rue Capanel. Un fourgon de la société Sécuripost roule tranquillement.
Soudain, une voiture le bloque. Des hommes surgissent, armés. L'un d'eux porte un bazooka. Oui, un bazooka. Ils menacent de faire exploser le fourgon si les portes ne s'ouvrent pas. Les convoyeurs obéissent. Les braqueurs emportent 650 000 francs. Les images font le tour de la France. Les médias parlent de milices armées. Le gang de la Brise de Mer n'est plus une rumeur. C'est une guerre. Mais leur plus grand coup, celui dont personne ne parle vraiment, celui qui reste encore aujourd'hui dans les annales du crime, c'est celui qu'on appelle le casse du siècle. Dimanche 25 mars 1990. Genève, Suisse. Une agence de l'Union de banques suisses, UBS, ouvre ses portes le lundi matin. Les employés découvrent un spectacle hallucinant. Les coffres sont éventrés, les portes blindées forcées, les alarmes neutralisées, tout a été vidé. 31 à 4 millions de francs suisses, soit 125 millions de francs français de l'époque, 220 kilos de billets, tout a disparu. Aucune trace, aucune empreinte, aucun témoin. L'enquête suisse, réputée pour son efficacité, est stupéfaite. Comment ont-ils pu entrer? Comment ont-ils neutralisé le système d'alarme ultramoderne? Comment ont-ils ouvert des coffres réputés inviolables? La réponse apparaît rapidement. Complicité interne. Quelqu'un à l'intérieur de la banque les a aidés. 9 personnes sont rapidement identifiées par les enquêteurs français et suisses. André Benedetti, Alexandre Chevrière, Thierry Bringuier, Joël Patacchini, Jacques Patacchini, tous des noms liés à la Brise de Mer. Ils sont interrogés, certains arrêtés, d'autres relâchés. Mais aucun ne parle, aucun ne craque, aucun ne trahit. Le butin, jamais retrouvé. Les coupables, jamais condamnés. Le casse du siècle reste encore aujourd'hui l'un des braquages les plus parfaits de l'histoire criminelle européenne. Et il porte la signature indélébile de la Brise de Mer. Ce coup fait basculer le gang dans une autre dimension. Ils ne sont plus des braqueurs corses, ils sont des légendes vivantes du crime organisé. Avec 125 millions de francs en poche, ils peuvent acheter des armes, blanchir l'argent, corrompre des politiques, financer des entreprises, contrôler des établissements, étendre leur empire, et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Mais la Brise de Mer ne vit pas que de braquage. Elle veut contrôler la Corse. Et pour contrôler une île, il faut contrôler la nuit, les discothèques, les bars, les casinos, les machines à sous, tout ce qui rapporte de l'argent liquide, tout ce qui permet de blanchir les millions volés. Le gang commence à prendre le contrôle des établissements de nuit. Parfois par la négociation, souvent par la terreur. Des gérants sont menacés, d'autres sont tabassés jusqu'à l'hôpital, d'autres encore assassinés. Parmi les victimes connues, les frères Ziglioli, Paul Quatana, Joseph Silvagnoli, Dominique Cortopassi, tous ont refusé de céder leurs établissements, tous ont fini morts. Le joyau absolu de la Brise de Mer, c'est le Challenger, à l'île Rousse. Inaugurée en 1944, c'est à l'époque la plus belle discothèque d'Europe. Lumière, miroir, podium, bar chromé, systèmes sont ultramodernes, tout le monde veut y entrer. Les touristes, les VIP, les politiques, mais tout le monde sait qui contrôle les lieux. Il y a aussi le Byblos à Calvi, mystérieusement incendié en 1986, le Palladium à Saint-Florent, le Starlight à Calvi, le Midnight à Servionne, le New Club, devenu l'Aventure, à Corte l'Apocalypse à Bastia, inauguré par Alain Delon lui-même. Oui, Alain Delon, l'acteur français le plus iconique des années 80, inaugurant une discothèque contrôlée par un gang criminel. Bienvenue en Corse, un lieu où le glamour et le crime se mélangent sans gêne. Mais derrière le glamour, il y a l'ombre. Des attentats, des pressions,
des cessions forcées. Un propriétaire, Joël Martin, est victime d'un attentat à Algajola. Grièvement blessé, il comprend le message. Il cède son commerce pour une somme dérisoire. Le nouveau gérant, Benoît Grisoni, membre éminent de la Brise de Mer. En octobre 1986, une vaste opération policière frappe les établissements du gang. Les policiers de l'OCRB, Office central de répression du banditisme, et du SRPG d'Ajaccio, assistés de la Brigade nationale des enquêtes économiques, procèdent à plusieurs interpellations et perquisitions. 6 blessés. Le café Palais des Glaces. La discothèque le Saint-Nicolas. Le bar le Continental, à Bastia. La discothèque l'Apocalypse, à Biguglia. 13 personnes sont placées en garde à vue, dont Robert Moracchini, porteur de part majoritaire du Continental, Gilbert Voyemier, gérant de l'Apocalypse. Mais rapidement, les enquêteurs se heurtent à un mur. Aucun élément ne permet de les relier directement à l'association de malfaiteurs poursuivis. En revanche, des infractions économiques et financières sont établies. Abus de biens sociaux. Infraction à la législation sur les sociétés commerciales, double facturation, blanchiment d'argent. Le 14 décembre 1986, d'autres interpellations visent la société Forum, exploitant la discothèque Le Challenger à l'île Rousse. Au domicile de Francis Navarro, constructeur du Challenger, la police découvre une double facturation établie au profit de la société. Navarro avoue « J'ai commis cette infraction à la demande d'Alexandre Rutili, gérant de la discothèque, qui désirait blanchir 600 000 francs en espèces. » Et de plus, des abus de biens sociaux à hauteur de moins 400 000 francs sont mis en évidence. En février 1987, la Direction nationale de vérification des situations fiscales ouvre des procédures visant plusieurs membres de la Brise de Mer. Des notifications de redressement sont envoyées. Résultat final, condamnation pécuniaire s'élevant à 13 millions de francs. Peine légère. Aucune certitude que les amendes aient été réellement recouvrées. Le gang continue. Dans les années 2000, la Brise de Mer diversifie encore ses activités. Machines à sous clandestines, casinos virtuels, blanchiment d'argent via des sociétés écrans, des entreprises de BTP, des commerces ethniques, des garages. En mars 2000, une information judiciaire est ouverte à Bastia sur M. Vitini, un homme d'affaires lié au gang. Le juge découvre un club de musculation financé par l'argent sale. Un ensemble immobilier, le Cézanne, rue de l'usine à gaz à Bastia, construit avec des fonds douteux. Des mouvements bancaires très importants, signalés par Tracfan, cellule nationale anti-blanchiment. Les connexions mènent toutes au même endroit, la Brise de Mer. En juin 2000, une autre enquête vise un trafic de machines à sous dans la plaine orientale. Des cartes informatiques truquées, des casinos virtuels illégaux, tout mène à une société, Eurogames Diffusion, basée à Prunelli, dit Fiumorbo. Derrière, encore et toujours, la Brise de Mer. Mais le gang ne se contente pas de l'économie. Il veut aussi le pouvoir politique. En 1986, lors des enquêtes sur le Challenger, la police découvre des écoutes téléphoniques troublantes, des conversations entre Dominique Rutili, lié au gang, et Pierre Pasquini, un homme politique corse influent. 2 individus sont arrêtés en flagrant délit de braquage. Leur mission, convaincre certaines familles de bien voter. Les enquêteurs découvrent qu'ils étaient des agents électoraux de Pierre Pasquini. Un rapport de l'Assemblée nationale daté du 10 novembre 1999 évoque sans certitude formelle un possible achat de voix lors de certaines élections, financé par la Brise de Mer. La Corse n'est pas seulement une île, c'est un système où le crime, la politique, l'économie et la violence se mélangent dans un silence assourdissant, mais tout empire finit par se fissurer.
Pour la brise de mer, la fissure commence en 2000. Dans la cour de la prison de Borgo, en Haute-Corse, une bagarre éclate entre deux détenus. Alexandre Rogliano, membre d'une famille criminelle corse, frappe violemment Pierre-Marie Santucci, fidèle lieutenant de Francis Mariani. Ce n'est pas une simple bagarre de prison. C'est un message. Rogliano envoie un signal clair. Il ne reconnaît plus l'autorité de Mariani. Il se dissocie de la brise de mer. Et avec lui, toute sa famille, les Mattei Rogliano. C'est le premier signe d'éclatement interne. Puis, en 2005, arrive l'événement qui va tout faire basculer. Francis Mariani, le chef charismatique, brutal, intouchable, est victime d'une tentative d'assassinat. Il est grièvement blessé, mais il survit. Et en survivant, il comprend. Quelqu'un dans son propre clan a voulu le tuer, quelqu'un qu'il connaît depuis des années, quelqu'un qu'il a formé, quelqu'un en qui il avait confiance absolue. Il sait qui. Richard Casanova, son meilleur ami, son frère d'armes, son complice pendant 20 ans. La trahison ultime. À partir de ce moment, la brise de mer entre en guerre contre elle-même. Deux camps se forment. D'un côté, Francis Mariani, Francis Guazzelli et ses fils Christophe et Richard, Pierre-Marie Santucci, Maurice Costa, Robert Moracchini. De l'autre, Richard Casanova, l'ancien meilleur ami devenu ennemi mortel, Jean-Luc Germani, lieutenant ambitieux Jean-Luc Codaccioni. Homme de main redoutable, la famille Mattei Rogliano, dissidente depuis 2000 Michel Tommy, figure du milieu corse, le gang des bergers de Venzolasca, dirigé par Ange Toussaint Federici, dit ATF, Alain Orsoni, puissant clan de Corse du Sud. C'est une guerre civile, une vendetta totale. Chaque camp veut anéantir l'autre. Et le sang va couler pendant 20 ans. 23 avril 2008. Porto Vecchio, Corse du Sud. En fin d'après-midi, Richard Casanova sort d'un restaurant. Il marche tranquillement vers sa voiture. Soudain, deux hommes surgissent, armés. Ils tirent, plusieurs balles dans le corps. Casanova s'écroule. Il meurt sur le trottoir, dans une mare de sang. C'est le premier d'une longue, très longue série. 6 juillet 2008, Poggio di Venaco, Haute-Corse. Daniel Vitini, homme d'affaires lié au gang, tombe sous les balles devant son domicile. Encore un pilier qui s'effondre. 15 janvier 2009. Haute-Corse. Francis Mariani, le chef historique, est retrouvé mort dans sa voiture. Certains parlent d'assassinat, d'autres de suicide, d'autres encore murmurent qu'il a été exécuté par ses propres hommes. La vérité ne sera jamais connue. Mais une chose est sûre, sa mort marque la fin d'une époque. 10 février 2009. Vescovato, Haute-Corse. Pierre-Marie Santucci, fidèle lieutenant de Mariani, est abattu dans la rue. Il avait survécu à la bagarre de prison en 2000. Il avait survécu à des décennies de trafics. Mais il ne survit pas à la vendetta. 15 novembre 2009. Francis Guazzelli, pilier de la brise de mer, tombe à son tour, criblé de balles. 25 février 2010. Monticello, Haute-Corse. Benoît Grisoni, gérant de plusieurs clubs, homme clé du blanchiment, est assassiné devant chez lui. 22 février 2011. Corsia, Haute-Corse, région du Niolou. François-Antoine Matet est abattu en pleine rue. 28 octobre 2011. Moriani-Plage. Christian Léoni tombe sous les balles. Cette fois, l'assassinat est revendiqué par le FLNC, le Front de Libération Nationale de la Corse. Dans un communiqué, ils déclarent vouloir venger Charles-Philippe Paoli, l'un de leurs chefs, tué quelques mois plus tôt, selon eux, par un groupe mafieux. Le FLNC entre dans la guerre, la Corse s'embrase encore plus. 8 novembre 2011, Casalta, Haute-Corse, Ange Pietrucci est assassiné.
Sept août 2012. Pontlecchia, Haute-Corse. Maurice Costa, ancien pilier de la Brise de Mer, est abattu alors qu'il sort de chez lui. En 4 ans, 10 membres majeurs du gang sont assassinés. C'est une hécatombe, une purge, une extinction programmée. Pour la police, c'est clair. La Brise de Mer s'entretue. Anciens amis, anciens frères d'armes, anciens complices. Tous morts, par trahison. Mais les fils n'oublient pas. Christophe Guazelli, fils de Francis Guazelli, veut venger son père assassiné en 2009. Il sait qui a tiré. Il sait qui a donné l'ordre. En 2017, il frappe. Il assassine Tony Kilitini, surnommé Tony le Boucher, et Jean-Luc Codaccioni, 2 hommes de main de Jean-Luc Germani, celui qui a tué son père. La vendetta continue. Les fils reprennent les armes de leur père. Les clans se reforment autour de nouvelles générations, et la Corse ne guérit jamais. 2025. Bastia. Robert Moracchini, l'un des tout derniers survivants historiques de la Brise de Mer, sort de chez lui un matin d'hiver. Il a plus de 70 ans. Il a survécu à tout. Aux braquages des années 80, aux guerres des années 90, aux trahisons des années 2000, aux vendettas des années 2010. Mais ce matin-là, 2 hommes l'attendent. Ils tirent. Moracchini s'effondre sur le trottoir, dans le sang, dans le silence, dans l'oubli. Le dernier pilier de la Brise de Mer vient de tomber. Le gang de la Brise de Mer n'existe plus. Ses chefs sont morts, ses soldats dispersés ou incarcérés, ses établissements fermés, vendus ou reconvertis. Mais son héritage, lui, est éternel. Il a redéfini la criminalité corse. Il a montré qu'on pouvait braquer des banques en plein jour, attaquer des fourgons au bazooka, contrôler la nuit, la politique, l'économie. Défier l'État pendant 40 ans. Ne jamais être vraiment condamné. Il a prouvé qu'en Corse, le silence est une loi plus forte que celle de la République. Aujourd'hui, les touristes se promènent sur le vieux port de Bastia. Ils boivent des cafés en terrasse. Ils regardent la mer Méditerranée scintiller sous le soleil. Ils sourient. Ils prennent des photos. Ils ne savent pas que juste là, dans ce bar discret au coin de la rue, tout a commencé. Ils ne savent pas que sous leurs pieds coule encore le sang de 40 ans de vendetta. Parce qu'en Corse, les morts ne parlent pas, mais ils n'oublient jamais. Et leurs fils non plus. Si tu veux continuer à découvrir des histoires vraies, brutales, sans filtre, si tu veux plonger dans les coulisses des clans, des empires criminels, des guerres invisibles, si tu veux comprendre ce que personne n'explique, abonne-toi maintenant, like cette vidéo, parce que ces récits, personne d'autre ne les raconte comme ça, parce qu'il faut du courage pour regarder la vérité en face, et parce que ce n'est qu'un début.